Notre voyage sur les traces des dinosaures commence en terre charentaise. Sous les vignes, une équipe d'infatigables paléontologues vient de mettre la main sur un trésor. Je suis pas sûr que ce soit le même, hein. C'est le même. Grâce à Anaëlle, étudiante en paléontologie, cet os de dinosaure de plus d'1 mètre vient de ressurgir à la surface après 140 millions d'années sous terre. Un dinosaure qui, même en petits morceaux, Placez-vous bien sur les planches en bois. attire les foules. Juste, ça vient d'être trouvé. C'est vraiment minuscule. Donc, c'est une esquisse d'os, donc on ne peut pas vraiment identifier ce que c'est. Et bien sûr, bon, vous avez vu ici, on a aussi des gros os. Ils ressemblaient sûrement à ça. On n'a pas tout retrouvé. Le Graal. Ça, exactement, ça c'est le Graal, on aimerait bien. Mais ça, c'est juste son cousin espagnol. Et du coup, derrière vous, vous avez le grand fémur. Il fait 2,20 m. Impressionnant. Comme eux, Alors bon, on reste tous petits quand même. d'autres pourront un jour admirer ces fossiles. Car le propriétaire des carrières où ils ont été trouvés s'est engagé à les donner gratuitement au Musée de France. Certains fossiles de dinosaures ont un destin bien différent. Ces créatures extraordinaires de grande valeur scientifique sont parfois vendues à de riches collectionneurs ou mises aux enchères comme des œuvres d'art. Adjugé. Et les prix s'envolent, 300, 400, 600, 900, 2 millions. 700. comme pour ce tricératops chez Drouot. J'adjuge à 5 500 000. Ici, c'est vu? Ou ce Tyrannosaure Rex, vendu chez Christie's. C'est le roi des dinosaures. Je suis heureuse de vendre ça pour 27 500 000 $. 23 millions d'euros. Adjugé. Depuis 25 ans, le business des fossiles se développe et la spéculation est sans limite. Voici le dinosaure le plus cher du monde. Et maintenant, le lot le plus attendu, le stégosaure le plus complet jamais découvert, à 40 millions de dollars. Vendu. Soit 34 millions d'euros. Trésor scientifique ou œuvre d'art. Comment s'organise ce business? Ces fossiles vendus des millions d'euros sont-ils vraiment si rares et précieux? Et comment s'assurer de leur authenticité? Trouver un Tyrannosaure Rex. C'est le rêve de tous les chasseurs de dinosaures américains, le Graal. Dans le Dakota du Sud, un homme a réussi l'exploit d'en trouver 13. Peter Larson est Monsieur T-Rex, l'homme qui en a trouvé le plus au monde, l'expert du tyrannosaure. Il nous a ouvert les coulisses de son atelier. Ici, c'est le laboratoire. On travaille sur plusieurs projets. Là, on travaille sur une jambe et sur un pied de T-Rex. Si les T-Rex coûtent cher à faire renaître, ce sont aussi ceux qui rapportent le plus. Voici mon ami Stan. On l'a récupéré en 1992. C'est l'un des squelettes de T-Rex le plus complet qui existe. Ce Stan-là est une copie. Le vrai s'est vendu aux enchères à 27 millions d'euros. Le plus important, c'est ce crâne. Ce crâne est le meilleur crâne de T-Rex au monde. Ça, c'est une morsure. Là aussi, ça nous raconte que ces créatures devaient sûrement se battre pour leur territoire, s'entretuer. Fallait pas leur chercher des noises. Ces détails préservés font de Stan un fossile très précieux scientifiquement. Mais Peter a aussi trouvé un moyen de faire de son T-Rex un fossile très rentable commercialement. Son idée,
copier Stan à l'infini. Donc ici, on a une partie des moules de Stan. Et là, ce sont des vertèbres de Stan prêtes à être montées pour un client. Des Stan en plastique, fabriqués en série. Ça, c'est une vertèbre de la queue. Des reproductions moulées à partir de l'original et vendues au musée et à tous ceux qui rêvent d'un T-Rex sans en avoir les moyens. Vous pouvez même tromper ceux qui travaillent dans les musées si vous faites un très bon boulot de peinture et que vous ajoutez les bons moulages pour le rendre réel. Alors quand quelqu'un achète un fossile, il doit absolument savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Sinon c'est une fraude, c'est contraire à la loi. Il n'en parlera pas devant notre caméra, mais un homme aurait justement tenté de tromper les musées avec des copies frauduleuses de Stan. Des T-Rex vendus comme inédits, extraordinaires, mais en fait composés de plastique. L'arnaqueur aurait tenté de faire exposer l'un de ces faux T-Rex dans le musée de Pascal Godefroy, paléontologue bruxellois. Il a décidé aujourd'hui de nous révéler l'affaire. En 2021, je reçois un coup de téléphone d'un collectionneur américain, une personne que je ne connaissais pas, et qui me propose pour le musée le prêt d'un spécimen de T-Rex qu'il a en sa possession et qui s'appelle Barbara. Donc le deal qu'il propose est absolument magnifique. Voilà, vous pouvez avoir le squelette en prêt pour 6 ou 9 mois. Normalement, lorsqu'on emprunte ça coûte des fortunes. Là, il nous le propose pratiquement gratuitement. Donc voilà, il m'envoie un magnifique catalogue avec des explications, des photos extraordinaires. Mais à chaque fois, on voit que c'est des petits morceaux d'os. Le paléontologue mène son enquête auprès de ceux qui ont travaillé sur le fossile. Je contacte le préparateur qui me dit « Écoute, oui, je l'ai préparé, mais ce spécimen, c'est quelques bouts d'os qui sont inclus dans un moulage. Donc c'est un spécimen qui est peut-être complet à 10%, mais qu'il essaie de nous vendre comme étant un spécimen incroyablement complet. » Pascal décline. Il n'exposera pas ce T-Rex qu'il juge douteux. Mais il continue ses investigations. Entre-temps, on voit qu'apparaissent en Europe d'autres squelettes de T-Rex dans d'autres musées. En 2021-2022, 3 T-Rex sur le marché. Là, ça devient vraiment suspect. Mais à quoi sert cet étrange manège? Pourquoi prêter au musée ces mauvais T-Rex? Pascal a une hypothèse. Avec le nom. Probablement, donc, il prend de mauvais squelettes qui, à ce niveau-là, ne peuvent pas vraiment se vendre à très haut prix. Donc, il les place dans des musées. Donc, et de là, donc, lorsqu'il le retire du musée pour le vendre à un collectionneur privé, donc, il lui montre, écoutez, vous voyez, ici, ce spécimen-là, voilà, ce spécimen Barbara, il a été exposé à Bruxelles. Ça veut dire que c'est un spécimen extrêmement intéressant. Vous devez l'acheter, c'est un spécimen qui vaut X dizaines de millions de dollars. Et son hypothèse se confirme en novembre 2022. Dans la presse, on annonce la vente aux enchères à Hong Kong d'un spécimen de T-Rex que l'on appelle chêne. Et voilà le catalogue de chêne. Vendu chez Christie's, chêne est estimé par certains à 21 millions d'euros. Mais en regardant chêne de plus près, Pascal croit reconnaître la tête de Stan, le plus célèbre des T-Rex en plastique, dont il a lui aussi une copie. Donc là, vraiment sur le crâne, il y a des trous, là, des perforations au niveau de la mâchoire supérieure qu'on voit bien là et qu'on retrouve vraiment sur le crâne de chêne. Le crâne de chêne, c'est le crâne de Stan. Un crâne pourtant présenté comme partiellement authentique dans les documents édités par le vendeur. Le propriétaire de Stan a dit, écoutez, le crâne, c'est le crâne de Stan, on a les preuves, ils n'ont pas les copyrights, donc vous ne pouvez pas le vendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chêne a disparu. La vente a été annulée. La vente a été annulée sans trop de publicité. Contacté, Christie's affirme que chêne a été retiré de la vente car il méritait d'être étudié plus en détail. Derrière ces T-Rex,
selon lui un seul propriétaire. Il n'a pas encore été inquiété, car tous ses interlocuteurs ont signé des accords de confidentialité. Alors pour éviter les T-Rex en plastique et trouver des T-Rex authentiques, mieux vaut aller les chercher à la source. Dans le nord du Montana, un nouveau spécimen de tyrannosaure rarissime a justement été découvert dans les entrailles de cette colline. Lucas, Leslie et leur fils Jackson chassent le dinosaure en famille. C'est difficile, hein, mais ça vaut le coup. C'est un dinosaure très rare. Il n'y en a quasiment aucun qui a été sorti de terre. Seulement 2 dasplétosaures ont été découverts dans le monde. Le dasplétosaure est un ancêtre du tyrannosaure et il pourrait rapporter gros à ces chasseurs novices. La famille Sterling ne possède pas de terre à dinosaures. Ils fouillent sur des terrains privés avec l'autorisation des propriétaires. Ils se sont installés dans ce ranch pour 4 mois avec leur caravane. Et c'est ici près d'eux qu'ils conservent une partie de leur trésor. Attirés par la ruée vers l'or fossilisé, la famille a tout quitté. Ils ont démissionné de leurs jobs respectifs. Lui était contrôleur qualité dans une scierie, elle, secrétaire dans un cabinet dentaire. Vous aviez imaginé un jour devenir chasseur de dinosaures ? Non, je n'aurais même pas imaginé que c'était possible. En faisant des recherches, j'ai vu qu'il fallait 8 ans d'études pour faire de la paléontologie. 8 ans d'études. Et je n'ai plus 20 ans. J'ai hésité à me lancer, sans certitude d'y arriver. Puis, nous avons rencontré un chasseur et il m'a dit « Non, vous pouvez le faire dans le commerce, pas besoin d'un diplôme. » Et ça a vraiment rendu mon rêve accessible. C'est incroyable. Ensemble, ils rêvent de faire fortune grâce à ce dinosaure. Pour transformer ce tas de roches et d'os en dollars, il va falloir encore beaucoup de travail. D'autant que la famille ne peut creuser ici que l'été. Dès l'automne, la neige recouvre ces collines. Et les dinosaures qui dorment ici sous terre depuis plus de 66 millions d'années, et pour quelques jours encore. Et justement, avec nous pour en parler en plateau, Anaïs Barre, vous êtes journaliste à France Télévisions et au magazine Envoyé spécial. C'est vous qui avez mené cette enquête. Merci d'être avec nous. Avec nous également Lionel Cavin, vous êtes paléontologue et conservateur au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Merci également d'être des nôtres. Mais je vous en prie. Première question à vous, Anaïs Barre. Est-ce que cette enquête qui montre vraiment la fascination, l'engouement pour les dinosaures, mais aussi le revers de la médaille pour les arnaques, a été facile à réaliser ? Non, elle a été plus compliquée que ce que j'imaginais parce que les dinosaures sont rares et coûtent très cher. Et donc, il y a un secret autour de ces spécimens. Il y a beaucoup de concurrence entre les acheteurs, notamment pour trouver les bons filons, les bons lieux où fouiller pour trouver le futur dinosaure qui sera la star des ventes aux enchères. Il y a beaucoup de concurrence entre les chercheurs qui cherchent à justement faire avancer le mystère et la science autour de ces fossiles de dinosaures. Donc, il faut trouver le beau spécimen pour faire avancer la recherche. Et donc, toute cette concurrence fait que le milieu est très secret. Pour nous, il a été très difficile, par exemple, d'avoir accès à un lieu de fouille, puisque tout le monde veut garder secret son lieu de fouille, parce que ça peut attirer d'abord les voleurs, et ça arrive que des sites de fouille aient été volés en pleine nuit. Puis ça peut atterrir à la concurrence. Par exemple, un acheteur qui a repéré un lieu de fouille intéressant, il ne va pas donner l'adresse, il ne va pas donner le nom du vendeur, parce que quelqu'un peut arriver et mettre sur la table beaucoup plus d'argent et lui piquer son bon filon, en quelque sorte. Donc ça a été très compliqué pour nous d'avoir accès à tous ces lieux. Et aussi, effectivement, il y a par exemple des foires internationales où les dinosaures, les fossiles de dinosaures s'échangent, et on nous a dit
même pas la peine de venir. Tout se passe en coulisses. Il y a des rendez-vous secrets sur les dinosaures qui sont en train d'être sortis de terre en ce moment. C'est un secret. Personne ne se donne les adresses. C'est ce qui est vraiment en train d'être sorti de terre. Même le nom des dinosaures en ce moment qui sont fouillés sur terre sont parfois secrets. Donc ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Oui, on a l'impression quand on vous écoute et quand on regarde votre reportage qu'il y a un petit côté, on peut comparer la recherche de fossiles, de squelettes à finalement une ruée vers l'or. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver un bon filon et il faut creuser la terre des années et des années pour que ça puisse être rentable. Aujourd'hui, il y a quand même des gens, on l'a vu dans le reportage, il y a une famille qui fait ça, mais nous, on a suivi plusieurs. Des gens qui abandonnent tout pour se dire et moi si j'allais creuser alors c'est un pari risqué parce qu'il faut savoir que depuis un tout petit fossile qu'on va trouver, il faut se dire est-ce que là c'est un bon filon, est-ce que je vais investir des centaines d'heures à fouiller sur ce sol en espérant que peut-être de cette miette ressorte un énorme dinosaure et ensuite se dire est-ce que je vais réussir à rentabiliser ces centaines d'heures sur le terrain. Donc il y a ce côté recherche au trésor et puis aussi il y a l'argent aussi qui est en jeu. Le dinosaure qui est juste derrière vous, il a été vendu 34 millions d'euros. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse concurrence et ça peut ressembler au marché de l'or comme ça. Lionel Cavin, quel regard vous posez-vous sur ces gens qui partent à la recherche des fossiles en tant que paléontologue? Alors un regard un petit peu complexe parce que d'une part, nous on ne peut pas passer tout notre temps sur le terrain et finalement de travailler avec des amateurs qui travaillent bien, c'est une bonne chose. Et depuis 200 ans que la paléontologie existe, on travaille en collaboration avec des non-professionnels qui sont éventuellement des vendeurs. Ce qui est plus dérangeant de mon point de vue en tout cas, c'est ce qui se passe par la suite. C'est comment ces spécimens rejoignent le marché. Mais en soi, le fait de travailler avec des paléontologues non professionnels n'est pour moi pas a priori un souci. Alors, il y a des paléontologues qui disent non mais nous c'est pas possible en fait que des particuliers achètent. Il y a des paléontologues qui sont vent debout contre ces amateurs ou contre ces ventes de squelettes. Alors voilà, ça c'est l'étape d'après, c'est la vente quoi. Alors évidemment, si des gens ont travaillé pendant des années, des mois ou des années sur le terrain pour sortir un spécimen puis le préparer ça demande encore presque plus de temps que le sortir de terre et ensuite le monter, faire un animal qui soit spectaculaire pour le public, ça coûte de l'argent. Et ça, c'est pas, pour moi, pas du tout un problème qu'on paye ce travail-là. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est le fait que justement, ça devienne des objets d'art, ça devienne des objets de spéculation et que ça passe notamment par les ventes aux enchères. Et c'est à ce niveau-là pour moi, il y a un souci. Justement, Anaïs, ces collectionneurs qui achètent ces squelettes, c'est quoi? C'est de la passion ou c'est vraiment de la spéculation? Je pense que parfois, pas du gain. Parfois, il y a un petit peu de fascination. On va dire que l'enfant devenu millionnaire veut aussi avoir son dinosaure. Donc, parfois, il y a des passionnés, mais il y a beaucoup de spéculation. C'est vraiment un investissement. Comme vous le disiez, en fait, il y a des gens qui achètent les dinosaures qui sont encore en miettes sous terre. En fait, parfois, on a juste découvert le début du fossile et des collectionneurs se précipitent pour investir. C'est un vrai investissement dans ces dinosaures qui sont encore sous terre. Ils investissent dans le montage, la préparation, le nettoyage, beaucoup d'argent pour espérer les revendre très très cher aux enchères, puisque ce montage, cette décoration, le dinosaure a l'air d'être vivant, prêt à surgir. C'est aussi pour le commerce, parce que ça n'a pas d'intérêt scientifique en soi. Vous me disiez, Lionel Cavin, il y a des gens qui sont spécialisés dans la mise en scène de squelettes de dinosaures. Oui, alors le montage d'un squelette de dinosaure, c'est pas une petite affaire. Il y a toute une structure, et puis effectivement, quand on travaille dans un musée, on discute de la position en fonction de la place à disposition. Si on a un sauropode, c'est long dinosaure, long queue, long cou, il nous faut au moins 20 mètres à disposition. Donc après, si on lui tord un petit peu la queue, ça raccourcit l'espace disponible. Donc effectivement, et puis ensuite, il y a plein de débats sans fin sur la position possible des dinosaures. Est-ce qu'un T-Rex se tenait verticalement comme ça, comme on les représentait il y a un siècle? Non, maintenant on sait qu'ils sont horizontaux. Donc il y a aussi quand même un travail scientifique, évidemment, derrière le montage de ces animaux. Alors, il y a aussi des faux qui sont en circulation, des véritables arnaques. Et c'est aussi ce que vous mettez à jour dans votre enquête. Est-ce qu'on sait combien de faux squelettes sont en circulation ? Alors c'est assez compliqué à savoir, c'est-à-dire qu'entre le faux et le pas faux, il y a une limite, il n'y a jamais un dinosaure entièrement composé de fossiles. Donc pour savoir si c'est un faux, il faut savoir si l'annonce est honnête, entre guillemets, et si la personne qui présente un dinosaure explique bien la part de plastique, la part de vrais fossiles. Sur le marché, en salle de vente, il peut y avoir des dinosaures composés de énormément de plastique qui ne sont jamais approchés par un paléontologue. Ce n'est pas leur travail de certifier les ventes. Donc c'est difficile de savoir. Est-ce qu'on pourrait davantage réguler, Lionel Cavin, pour que ces squelettes soient
plus authentifié, plus authentique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Alors c'est compliqué parce que c'est une question internationale et beaucoup de pays sont impliqués. Donc dans beaucoup de pays du monde, c'est absolument impossible de vendre un dinosaure. Il y a peu de pays où on peut aller chercher son dinosaure et le vendre au plus offrant. Et c'est notamment les États-Unis. C'est pour ça que les grandes stars des dinosaures comme le Triceratops, le T-Rex proviennent des États-Unis. Donc régulation, pourquoi pas? Mais je pense que ce qu'il faudrait, c'est plus de discussion, de dialogue entre les scientifiques d'une part et les collectionneurs, et puis surtout se poser vraiment la question, est-ce que ce sont des objets d'art? C'est pour moi là où est le problème. Ce sont des objets de science, mais pas des objets d'art. Et peut-être que ça va se réguler tout seul, parce que le marché, il ne va pas pouvoir continuer à grimper comme ça. Oui, on sait quand même qu'il y a carrément Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, qui ont bataillé pour un crâne de tyrannosaure. Il y a le cheikh Saoud Al-Thani, Saoud Al-Thani du Qatar, qui lui aussi a possédé un squelette. On voit donc qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à ces squelettes. À quoi servent les squelettes et les fossiles pour les scientifiques? Et est-ce que vous avez besoin d'avoir des vrais beaux squelettes plutôt bien finis pour mener à bien vos recherches? Est-ce qu'il faut avoir de beaux fossiles ou est-ce que finalement pas tant que ça? En tant que chercheur, non. La beauté d'un fossile n'est pas très importante. En tant que conservateur d'un musée, responsable d'exposition, oui, ça devient important. Donc effectivement, on a aussi besoin de pièces spectaculaires et pas uniquement de pièces scientifiquement intéressantes. Et justement, Anaïs, dans votre reportage, il y a Peter Larson, alias Monsieur T-Rex, carrément. On lui a donné le surnom du dinosaure qu'il a trouvé, des dinosaures qu'il a trouvé, parce qu'il en a trouvé beaucoup. Lui, il a carrément eu l'idée de faire des copies de dinosaures qu'il trouve. Vous l'avez rencontré, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une histoire très américaine. Oui, c'est un personnage. Donc là-bas, il est très connu aux États-Unis et dans l'univers du dinosaure aussi. Il a retrouvé 13 spécimens de T-Rex. Alors parfois, c'est juste un tibia, mais en tout cas 13 spécimens différents. Et il a eu l'idée, c'est le premier au monde à avoir fait ça avec ses avocats. Il a trouvé un dinosaure très célèbre qui s'appelle Stan, qui est un des T-Rex les plus connus au monde. Et il a déposé le droit de propriété intellectuelle sur le fossile de dinosaure, c'est-à-dire que sa forme, tous les détails des os, des fossiles qu'il a trouvés, le fait que par exemple il a la mâchoire perforée, il a déposé le droit de propriété intellectuelle et donc il est le seul au monde à pouvoir en faire des copies. Derrière ça, il vend donc par exemple un T-Rex en plastique à peu près $150 000. On a calculé, il en a vendu des centaines, donc il est à près de 6 ou 7 millions de dollars de rentabilité en ayant juste fait des copies de T-Rex, et comme ça, il les distribue au musée à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vrai fossile de T-Rex. Comment vous expliquez cette personnalisation des dinosaures à qui on donne des prénoms? Il y a Stan. Oui, il y a un côté. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de. C'est un peu du marketing, faut dire ce qu'il y a. On raconte l'histoire d'un spécimen, d'un dinosaure. On fait un storytelling. On essaye de recomposer sa vie et donc ça lui donne de la valeur commerciale aussi de raconter cette histoire. Parfois, ça sert aussi à les identifier parce que ces fossiles de dinosaures, ils voyagent, ils sont achetés d'un musée à un autre, d'un propriétaire à un autre. Ça permet aussi de les suivre, parce que, et souvent aussi, d'un point de vue scientifique, ça peut arriver qu'ils soient nommés aussi parce qu'ils ont permis d'avancer dans la recherche scientifique, de pouvoir faire évoluer la science, et donc c'est bien de les identifier. Quelles sont les espèces de dinosaures les plus prisées? Vous avez dit le tyrannosaure. Alors c'est très paradoxal parce que les espèces les plus prisées sont les plus communes aussi. Enfin, c'est pas très commun, mais il y a des espèces beaucoup plus rares. C'est celle qui était le plus commune. Mais qui le sont encore à l'état fossile. Donc il y a le T-Rex, évidemment, Tyrannosaurus rex de son nom complet. Sa proie préférée, selon les films de Jurassic Park, c'est-à-dire le Triceratops. Puis ensuite, on a des animaux plus anciens qui datent du Jurassique, les deux premiers datant du Crétacé. Les plus anciens sont, par exemple, le Diplodocus, évidemment, l'Allosaure, qui est le prédateur, ou le Stégosaure. C'est lui qui a le record de prix, je crois, à la vente aux enchères. Anaïs, est-ce que vous imaginez l'ampleur, en termes numéraires, en termes d'argent, de ce marché des dinosaures avant de commencer votre enquête? Non, pas tellement, parce que ce dont on entend souvent parler, c'est ces ventes aux enchères. Mais en fait, ces fossiles de dinosaures, ils sont la base d'un véritable commerce, marché. Par exemple, un musée qui installe temporairement un dinosaure, un T-Rex dans sa galerie, va avoir une rentabilité avec la billetterie, ça va faire venir des visiteurs. Et il y a celui qui a prêté le dinosaure qui va pouvoir récupérer des pourcentages de vente. Et puis les produits dérivés, bien entendu. Par exemple, aux États-Unis, ça apporte d'argent. Comment vous expliquez-vous cette fascination, cet engouement pour les dinosaures?
Des psychologues. Des petits comme les grands d'ailleurs. Oui, mais des psychologues se seront concentrés sur la question, réfléchissent à la question, et peut-être que ça correspond, en tout cas par exemple chez les enfants, à des mythes très anciens. Hein. C'est le dragon, c'est le gros animal, tout ça. Alors on peut faire beaucoup d'analyse psychologique là-dessus, mais oui, je pense que, en tout cas chez les enfants, c'est l'attrait de l'étonnant, du gros, du dangereux, du méchant, et qui se retraduit directement, je pense, chez des personnes très riches qui ont exactement les mêmes réflexes, c'est-à-dire on veut le plus gros, on veut la plus belle voiture, on veut le plus gros dinosaure. Et voilà, donc on reste sur des sentiments très basiques, à mon avis. Merci Lionel Cavin. Merci Anaïs Barre d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo.